Bonjour chers abonnés et chers membres de la chaîne YouTube. Merci à vous d'être là. J'espère que tout ce que je vous transmets pour l'instant vous plaît, vous aide et vous permet d'évoluer et d'avancer. C'est vraiment mon but, donc partagez ce qui peut vous aider. Alors, on est dans des énergies, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, en fait, ça change tout le temps et en même temps, on a l'impression que c'est un peu tout le temps pareil, mais ça change tout le temps. Et là, on est dans les énergies de novembre, où effectivement, on a beaucoup de choses qui redescendent à l'intérieur de nous, comme si quelque chose... Oui, c'est vraiment cette sensation que ça redescend. Alors, l'énergie redescend. Il y a une forme d'hibernation qui va se mettre en place au niveau de certaines cellules, au niveau de certains organes du corps, etc. Donc on va avoir un métabolisme un peu plus lent, des besoins complètement différents, et on sent qu'on est déjà dedans, et puis il y a malheureusement un organe qui ne s'arrête jamais, c'est la tête. Donc, on est encore dans ce mouvement où on se dit, bon, va falloir ralentir, me mettre bien, etc. On sent bien que le corps a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on s'occupe de lui, qu'on le cocoone un petit peu. On sent qu'on n'a plus la même énergie pour faire les choses. Et en même temps, dans la tête, il y a toujours des idées nouvelles, des envies de créativité, des envies de création, beaucoup de choses qui se passent, etc. Alors, effectivement, cette période, ne serait-ce que pour ça, elle est un petit peu particulière parce que on a l'impression d'être un peu tiraillé finalement entre tout ce qu'on voudrait apprendre, tout ce qu'on voudrait faire, et puis une autre force en nous qui nous tire un petit peu vers le bas, un petit peu vers le calme, un petit peu vers tout ça. Moi, de mon côté, je le vois, hein, j'ai une part de moi qui fatigue très clairement, qui est la part énergie physique. Alors, ce qui est assez rigolo, parce que je me sens par moments lasse et fatiguée physiquement, et en même temps, il suffit que on me dise allez viens, on va chercher les champignons, et je suis capable de marcher 10 km dans la forêt, à lever les jambes, à prendre les ronces et à éviter les branches aussi, parce que je connais la dernière fois j'ai pris une branche là hier. Et ne pas ressentir la fatigue euh, et me sentir très très bien. Donc c'est pas juste le fait de marcher en nature, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté fatigué mais pas fatigué. Il se passe des choses, voilà. Et en même temps, au niveau intellectuel, eh bien, pareil, il y a une forme de lenteur qui commence à s'installer parce que ça fait du bien de prendre son temps. Et en même temps, il y a plein d'idées qui arrivent, et du coup, les idées, comme j'arrive pas à les mettre en place tout de suite, il y a la culpabilité, il y a le critique à l'intérieur, hein, qui dit oui, non, mais quand même, tu pourrais faire ça. Alors oui, mais en même temps, tu as ce livre à lire. Alors, si tu lisais ce livre-là et que tu te mettais sous ton plaid dans le canapé, ça te ferait du bien physiquement et intellectuellement et moralement. Oui, mais en même temps, il faudrait que tu fasses ça, 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 ça. Bon, bref. Comme moi je suis toujours à 1000 à l'heure tout le temps, sauf quand je tombe, du coup, bon ben voilà, dans mon cerveau c'est toujours à 1000 à l'heure aussi. Et je suppose que c'est un peu la même chose pour vous, peut-être sur des plans différents, peut-être sur des sujets différents, mais je crois qu'on est un petit peu tous un peu comme ça. Alors, pour les entraînements de ce mois-ci, j'aimerais vous faire tester des choses pour aider à... Voilà, hein, on va lâcher un peu la pression. Cette histoire m'a été racontée quand j'ai passé mon diplôme de coach neurosciences. On était en début de formation et moi j'étais en plein questionnement. Un questionnement assez difficile d'ailleurs parce que j'étais en train de vraiment adorer, kiffer à fond ce que j'étais en train d'apprendre, qui était juste scientifiquement
passionnant en fait. Et en même temps, moi j'arrivais de ma thérapie médium, voilà, et on était en train de parler que de science et j'étais en train de me dire, mais en fait la spiritualité c'est de la merde, ça n'existe pas quoi. Bon, ça après ça a évolué, mais j'ai eu du mal, j'ai eu vraiment du mal, ça a été très 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 perturbant pour la médium que je suis. Il y a encore des frelons quand même, hein. Pour la... Il vient de dire bonjour, c'est bien, c'est sympa. Eh oui, mais c'est fermé, tu ne rentreras pas, et non. Ok. Ça a été vraiment perturbant pour moi. J'ai eu ce passage qui a été quand même assez difficile. Mais ça fait déjà 1 an et demi que je suis dans un passage difficile. Donc j'arrive à la fin et je sens que ça commence à s'ouvrir. Mais c'était pas pour vous dire ça, on s'en fout complètement. C'était pour vous parler de... donc, il nous raconte une histoire, et là, ça a commencé à évoluer pour moi, et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Il nous raconte une histoire en nous disant que, grâce aux neurosciences, on a découvert l'état alpha, l'état de méditation. En fait, ils ont étudié pendant sous IRM, avec des électrodes un peu partout, etc. D'ailleurs, un des Français, Mathieu Ricard, qui fait beaucoup de méditation, s'est prêté au jeu, hein, avec la science pour montrer comment ça faisait évoluer au niveau du cerveau, comment est-ce que ça faisait travailler tout le corps finalement, et les neurones, etc. Et donc il s'est prêté au jeu de, de, des expériences scientifiques sur lui-même. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Et donc, ils ont étudié la méditation. Dans quelle zone du cerveau travaillait ou s'endormait, ou se mettait en tout cas en latence pendant la méditation, combien de temps il fallait pour harmoniser les 4 cerveaux, hein, et, euh, et comment est-ce que lorsqu'on était dans un état de méditation profonde, combien de temps duraient les ondes alpha, comment est-ce que ça faisait changer au niveau de la chimie hormonale tout le corps et tout le cerveau, et qu'est-ce que ça venait travailler. Bien. Donc ça, ils l'ont étudié. Et en fait, l'histoire raconte comment ils ont découvert euh, qu'on pouvait mettre quelqu'un en état méditatif instantanément. C'est parti d'un truc tout bête. C'est parti d'une blague en fait. Et j'adore parce que souvent les plus belles découvertes, les plus belles expériences partent d'un défi, d'une blague, de ouais, t'es même pas capable de ça, ouais, t'y arriveras pas, etc. Donc je trouve ça assez fou parce que finalement on découvre des choses pas parce qu'on les cherche, toujours. Pas toujours parce qu'on les cherche. Parfois on les découvre parce qu'on ne les cherchait pas justement. Et donc il y avait un... C'était lors d'une soirée, et à une soirée, il y avait un médecin qui travaillait à l'hôpital, qui n'était pas en fait encore médecin, il était en apprentissage. Il y avait c'était 3 étudiants qui étaient dans un bar et qui ont fait une bonne grosse soirée bien arrosée. Et ces 3 étudiants travaillaient apparemment dans le même hôpital, sauf qu'ils n'étaient pas étudiants aux mêmes endroits. Il y en avait un qui était en neurologie, il y en avait un autre qui était en anesthésie et un autre qui était dans je sais plus quoi. Bref. Et bien bourrés tous les 3, il y a un des étudiants, celui qui était en neurologie, dit « Ouais, les gars, moi j'ai accès aux IRM, aux scanners, viendez, on va aller regarder à quoi ressemble le cerveau quand on est tout bourré. » Chose qui probablement avait déjà dû être étudiée depuis le début des IRM. Mais bon, voilà. Et donc, tout le monde trouve que c'est une excellente idée. Et les voilà rendus à l'hôpital aux États-Unis. Alors, je ne sais plus où, hein, parce que je ne connais pas les États-Unis et je m'en fous, car les États-Unis et moi, c'est pas le grand amour. Voilà, j'avoue, désolée. Et c'est un pays qui ne m'attire pas. C'est pas que c'est pas le grand amour, c'est un pays qui ne m'attire pas. Voilà. Donc, quelque part aux États-Unis, dans une ville, quelque part dans un hôpital,
ces 3 étudiants complètement défoncés arrivent à l'hôpital et commencent à faire des imageries. Donc, celui qui travaillait en neurologie touchait et enregistrait et faisait, et il disait à l'autre, vas-y, pense à ça, pense à ci, et voilà, parti à délirer comme des fous. Et puis, à un moment, il dit, oui, mais bon, moi, je suis tout bourré, alors dis-moi à quoi il faut que je pense. Et l'autre lui dit, eh ben, je sais pas, demande-toi, tiens, on va demander où se trouve dans le cerveau, où se trouve l'origine de ta prochaine pensée. Et il délire comme ça pendant je ne sais combien de temps, à se poser la question, où se trouve l'origine de ta prochaine pensée, où se trouve l'origine de la prochaine question, quelle est l'origine de la prochaine couleur, où se trouve, voilà, il voulait savoir où se trouve dans le cerveau. Donc ils ont demandé où se trouve l'origine de ma prochaine pensée, où se trouve l'origine de la prochaine couleur, etc., etc. Et puis bon, ils finissent par rentrer chez eux. Évidemment, le lendemain, les médecins neurologues spécialisés et techniciens en tout ça, vous doutez bien qu'un IRM, faire fonctionner un IRM pour un hôpital, ça coûte une blinde. C'est hyper cher. Donc ce qu'ils ont fait était une connerie monumentale puisqu'ils ont coûté excessivement cher à l'hôpital en faisant les fous pendant je ne sais combien de temps. Ils sont donc l'étudiant en question est convoqué, les autres étudiants sont convoqués également, et donc on leur explique que c'est terminé pour eux en fait. D'abord ils ont une facture à payer, ils ont une dette envers l'hôpital, et que les études pour eux c'est terminé, et que on ne peut pas leur faire confiance, et donc ils sont en gros ils sont radiés. Ils ne peuvent même pas un jour repasser des études, c'est fini pour eux, fini de chez fini. Ils sont très très en colère, ça le fait pas du tout. Bref. Et puis, alors qu'ils étaient en train de leur annoncer ça, un chercheur, neurologue, qui a vu les clichés, parce qu'avant de les contacter, il y a eu une enquête, il y a eu des recherches, etc. Et puis des clichés ont été vus, etc. etc. Et donc, il y a un neurologue qui rentre et qui dit « Attendez, attendez, je dois leur poser des questions avant. » Et donc, il commence à poser des questions, mais attendez, là, on a les clichés, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se disent, écoutez, on était tout bourrés, on se rappelle pas bien, enfin si, on se rappelle, on sait, mais bon, voilà, on va pas vous dire ce qu'on a fait à partir du moment où on est viré. Donc ils ont négocié pour rester chercheur, rester médecin, rester anesthésiste, rester ceci, cela, et être, voilà, si ils leur disent. Et donc le chercheur explique, qu'il dit, voilà, les imageries qu'on a obtenues sont des imageries qu'on obtient après 3 heures de méditation, c'est-à-dire que les mêmes schémas du cerveau, les mêmes activations au niveau des différents cerveaux, c'est-à-dire qu'en gros, l'étudiant, tout bourré, rappelons-nous qu'il était quand même complètement déchiré, a réussi à entrer dans un état de méditation profonde en l'espace de quelques secondes, en l'espace de quelques minutes. Et donc, là, le chercheur se dit what the fuck, hein, qu'est-ce qui c'est que ça? Et donc, les étudiants leur expliquent, et les voilà repartis pour une série de tests pour se rendre compte si effectivement on arrive vraiment à la même chose. Et, chose folle, on arrive à la même chose. C'est-à-dire que j'espère que tous ceux qui font de la méditation profonde ont un plaisir au processus de méditation, parce que 3 heures de méditation pour quelques minutes, quelques secondes parfois, de méditation profonde réelle et d'apaisement profond réel et d'onde alpha complète, pour finalement découvrir une technique qu'on peut avoir en, allez, je vais être gentil, 5 minutes,
ça fout les boules si on n'aime pas méditer. Et ce qui est génial, c'est que moi, j'ai toujours détesté méditer. Et que là, David était en train de nous dire, tu peux obtenir les effets de la méditation, ce calme intérieur, ce qui est souvent recherché finalement dans cet état méditatif, tu peux l'obtenir, ma bibiche, en faisant simplement ce petit exercice de rien du tout. Et ça, rassurez-vous, ça a changé ma vie. Totalement changé ma vie. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Comme je vous le disais dans la petite histoire que je vous ai racontée, il y a plusieurs étapes. Enfin, il n'y a pas plusieurs étapes, en fait, il y a plusieurs choses et je vais vous montrer comment on les a combinées. La première chose que vous pouvez faire pour tester, vous fermez les yeux et vous vous répétez où se trouve l'origine de ma prochaine pensée. Où? Alors en fait, on la répète toutes les 45 secondes. Parce que le cerveau switch toutes les 45 secondes quand on est vraiment concentré sur une question. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on pose une question, le cerveau répond. Le cortex préfrontal, qui se trouve à l'avant, donc la partie qui est ici de notre cerveau, c'est la partie réflexive. Okay? Et cette partie réflexive, en fait, elle est constamment en réflexion. Elle est constamment en train de travailler. Et lorsqu'on pose une question, le cerveau cherche à répondre à la question. Il ne peut pas s'en empêcher, quelle que soit la question. Donc il va chercher la réponse. C'est pour ça qu'on dit on se prend la tête. Et on se prend la tête comme ça, parce que quand on appuie là, on active la partie cognitive, la partie réflexive, on active le cortex préfrontal. Donc si on met sa main comme ça, vous savez quand on réfléchit, le penseur de Rodin qui est comme ça, eh ben il réfléchit. Quand on se prend la tête, eh ben c'est qu'on est en train de ruminer des trucs. Tout se passe à l'avant. Ok? Et donc, cette partie-là du cerveau va forcément chercher à répondre à la question. Et si on lui pose une question à laquelle il ne peut pas répondre, qu'est-ce qui va se passer? Il va bugger. Mais il ne va pas bugger pendant 1000 ans. Il va bugger 40 secondes, 30 secondes, 45 secondes. Ça dépend si vous êtes un hyperactif, un TDAH, un hypersensible ou un HP ou quelqu'un qui a une activité plus calme, on va dire. Donc, on fait en moyenne, on repose la question toutes les 30-45 secondes. Et donc, à peu près, on se répète où se trouve l'origine de ma prochaine pensée. Où se trouve l'origine de ma prochaine pensée. Alors moi, ça va très vite, donc je la répète souvent, en fait. Je la répète très souvent. Où se trouve l'origine de ma prochaine pensée? Et là, en fait, essayez juste... Votre cerveau, il va essayer de vous emmener voir où. Mais quelle pensée? La prochaine, elle n'est pas encore là, en fait. Donc, du coup, il ne se passe rien. Il se passe rien. Vous allez voir des couleurs, vous allez commencer à... Et puis, à un moment, vous allez voir, si vous vous posez juste la question, où se trouve l'origine de ma prochaine pensée? Vous cherchez. C'est déjà parti, vous êtes parti sur autre chose, les courses, le facteur qui doit arriver, etc. etc. Ok? Donc, on se la répète régulièrement et vous allez voir que ça, déjà, au final, il y a une activité cérébrale qui est là, mais il y a des temps de... Ça trouve pas. Ça trouve pas. Ça marche avec où se trouve l'origine de ma prochaine question, où se trouve l'origine de, la prochaine couleur, où se trouve l'origine, voilà, bon, de ma prochaine sensation. Vous pouvez vous poser n'importe quelle question. Mais c'est pas suffisant parce qu'on est obligé de garder une activité finalement neuronale, de se répéter la question toutes les 30-45 secondes. Donc, vous pouvez faire un enregistrement où, au départ, vous préparez le truc, vous enregistrez, vous savez, sur le téléphone, et puis, avec un chrono, et toutes les 20, 30 ou 40 secondes, vous répétez la question. Et après, vous passez l'enregistrement pendant 3 minutes. Il faut faire ça pendant 3 minutes pour que le cerveau lâche. Ok? Ça, c'est un premier exercice. Mais
c'est pas suffisant. Quand on a un cerveau qui... ou tout qui bouge en même temps, comme chez moi par exemple, eh bien ça suffit pas. Alors, il y a une autre chose qu'on a découverte, qui est, et ça on l'avait découvert avant, parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites sur l'autisme et le cerveau des autistes, sur les terreurs nocturnes des enfants, pas forcément des autistes, mais en tout cas des enfants, et sur aussi les TDAH. Bon. Et donc, on s'est rendu compte que lorsqu'on pose la main sur le cortex préfrontal, on active la partie réflexive. On a découvert que lorsqu'on pose la main sur le centre émotionnel, derrière, qui est une autre partie du cerveau, hein, on a une partie devant, une partie derrière, une partie sur chaque côté, on sait que la partie de droite contrôle la partie de gauche contrôle le corps à droite. Et puis derrière, c'est le centre émotionnel, et devant, c'est le cortex préfrontal. La réflexion, l'émotion. Et dans les imageries, on a compris que lorsque on est en réflexion, le centre émotionnel est en veille. Lorsqu'on est complètement dans l'émotionnel, le cortex préfrontal, il est en veille. C'est-à-dire que quand on est complètement pris par ses émotions, on est incapable de réfléchir, et quand on réfléchit trop, on est incapable d'avoir des émotions. En tout cas, des émotions fortes ou des réflexions constructives. C'est-à-dire que l'un et l'autre ne fonctionnent pas ensemble. Donc, quand on est pris par une émotion forte, on a tendance à, pour essayer de se calmer, à se mettre comme ça. Ou à se gratter derrière, ou à toucher, ou à se recoiffer, à se caresser. D'accord ? Donc, on a vraiment tendance à, pour calmer finalement, hein, pour essayer de calmer, on va poser les mains dessus. Alors, ça l'active, mais ça l'active dans le bon sens du terme. Ici aussi, quand on se prend la tête, on active, mais on active dans le bon sens du terme, d'accord ? Parce que on le touche, il y a une circulation énergétique qui se fait, ok ? Il y a vraiment, je suis avec toi. Là, je suis avec mes émotions, d'accord ? Et donc, s'ils ne marchent pas ensemble, si on en active un et qu'on en active un deuxième qui n'est pas censé marcher avec, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui fait que ça ne marche plus en fait. Et ça, c'est un mouvement qu'on fait aux autistes quand ils sont en pleine crise et qu'ils sont totalement perdus pour les calmer. C'est un geste qui calme. Lorsqu'un enfant fait une terreur nocturne, vous pouvez vous poser à côté de lui, il a fait un énorme cauchemar, ça va pas du tout, vous mettez une main sur son front, une main derrière, et en fait, comme on arrête la réflexion et qu'on arrête l'émotion, en tout cas qu'on les calme, parce qu'on les arrête pas vraiment, mais on les calme, eh bien, il faut ramener au présent. Et donc, vous pouvez poser vos mains comme ça sur l'enfant et lui dire, tu t'appelles, je sais pas, Kylian, tu t'appelles Kylian et tu es dans ta chambre. Regarde autour de toi, regarde les murs dans ta chambre, tu es dans ta chambre. Maman est à côté de toi, tu t'appelles Kylian, tu es dans ta chambre et tout va bien. D'accord ? Et ça ramène à la présence. Et on arrive à calmer les autistes comme ça, en lui disant, tu t'appelles Georges et tu es dans le couloir. Tout va bien. Tu es dans un environnement sécurisé. Tu es en sécurité. Voilà, répétez des mots qui sont sécurisants et qui ramènent surtout à la présence. Et donc ça calme et ça ramène à la présence. Ok ? Combinez-moi les deux pendant 3 minutes et vous avez un état méditatif parfait. Un calme. Moi, je fais ce mouvement-là dans mon lit pour m'endormir quand je sens que je cogite trop. Et en général, au bout de 1 minute 30, je dors. Alors, dans le lit, dans la position, c'est pas forcément extraordinaire, mais ça fonctionne. Et vous pouvez juste, pour calmer le truc, pour vous endormir, poser aussi juste la question. Vous fermez les yeux et vous posez la question, vous êtes couché et vous vous dites où se trouve l'origine de ma prochaine pensée. Vous pouvez même vous mettre comme ça avec une main derrière, où se trouve l'origine de ma prochaine pensée. Et du coup, vous avez un système qui fonctionne parce que vous activez le préfrontal par la question et en même temps, vous activez l'émotionnel derrière. J'ai fait faire ce test à mes enfants qui étaient en train d'apprendre leur table de multiplication. Et donc, il fallait les apprendre par cœur et les réciter très très vite. Et j'ai dit à mon fils, je dis, mon chéri, mets une main sur ton front, mets une main derrière, voilà, et maintenant, récite-moi la table de 3. Alors,
au départ, ça allait, et au bout d'un moment, bah je sais plus maman. Bah ouais, parce que ça a complètement calmé le cerveau. Donc maintenant, je vais vous faire l'exercice. Alors, vous allez vous installer confortablement, assis, pour être bien. Alors, rester les bras en l'air pendant 3 minutes, c'est pas forcément très confortable. Mais essayez de trouver une position qui vous permette d'être bien, d'avoir vraiment, si je me mets sur le côté, d'avoir vraiment une main devant et une main derrière. Là, vous voyez, vous avez l'occiput qui se trouve juste là, vous savez, c'est cette petite là entre, qui est le haut en fait, hein, le haut. Il y a cette bosse là, comme ça. Vous mettez vraiment la main qui épouse la forme de votre crâne au moment où ça redescend. Donc on met une main ici, une main devant, et puis vous essayez de trouver une position relativement confortable. Si c'est mieux pour vous d'être allongé sur le dos, mettez-vous allongé sur le dos avec les bras comme ça. Le risque, c'est de vous endormir. Or, l'idée de cet exercice n'est pas de s'endormir, mais bien de voir comment vous allez progressivement avoir le cerveau qui bug. Alors, moi, quand j'ai fait cet exercice-là la première fois, il y a toute ma médiumnité qui est partie en live et du coup je me suis retrouvée à poser à écouter donc les questions, à me poser les questions dans ma tête et en fait j'ai commencé à voir des trucs et j'ai commencé à partir parce que je cherchais l'origine de la prochaine question. Et on sait bien que l'origine, si elle n'est pas là, elle est ailleurs. Et donc je suis allée la chercher ailleurs. Et donc, je me suis sentie décoller, partir, mais j'ai vraiment senti au-delà de ça dans mon corps qu'il y avait quelque chose qui se passait, une forme de douceur, une forme de détente aussi, voilà. Donc, si vous êtes, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous êtes vraiment très stressé, vous pouvez commencer par tapoter le thymus. Ici, là, dans cette zone-là, donc on va dire entre le sternum qui se trouve par là, peut-être un peu plus, non, il est par là, et le creux de la gorge. Vous voyez, ça fait une zone. Donc, il y a le creux de la gorge, le sternum, et au milieu, on a le thymus, qui est une glande qui diffuse deux types d'hormones. L'hormone du stress, c'est ce qui fait que d'un coup, quand on est très stressé, on respire que par le haut et on a vraiment du mal à respirer avec le ventre parce que ça prend d'abord toute cette zone-là. Mais c'est aussi de là qu'arrive la détente. D'un seul coup, je respire. Vous voyez, dans les mouvements, on voit hein, quand ça fait... enfin. Donc, on peut, si vous êtes très stressé, soit tapoter. Tapoter va activer le thymus. Et en activant le thymus, ça va libérer des hormones de détente. Vous pouvez juste le masser dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'autre sens, dans le sens, dans l'autre sens, dans le sens, souvent plutôt dans le sens que autrement. Moi, je sais que quand je faisais encore des soins en magnétisme, quand j'avais des gens qui étaient très angoissés, très stressés, je passais beaucoup de temps sur le thymus, jusqu'à presque qu'ils en aient des bleus à avoir mal pendant plusieurs jours, parce que c'est une zone qui est sensible, on sent bien que la peau est sur les os, donc quand on tapote comme ça pendant 10 minutes, au bout d'un moment ça fait mal, et ça fait mal aussi parce que ça diffuse. Par contre l'effet dure pendant 15 jours, 3 semaines où on est vraiment détendu, ok? Donc vous pouvez juste poser la main avec cette intention de ramener du calme. Respirer, vous voyez, le simple fait d'avoir un peu, hop, ça ouvre la cage thoracique. On peut juste commencer par se connecter à soi. On se connecte au thymus. Ensuite, on l'énerve un peu, on le tapote. On peut le tapoter pendant 2-3 minutes. On peut le massouiller un peu, tout ça. Et puis, on fait ça pendant 2-3 minutes, ce qui déjà va aider à décontracter. Donc ça, c'est un premier truc qu'on peut faire. En plus, c'est plus facile, si on est dans le métro, dans le bus ou je ne sais où, de se faire ça. Parce qu'on peut dire, ah bah tiens, il se gratouille, il a des puces, on s'en fout. Plutôt que de se mettre comme ça dans le bus, de se dire, bah qu'est-ce qu'il fout, quoi. Voilà, bon. Maintenant, si vous vous en foutez complètement, allez-y. Hein. Si vous avez une angoisse, un stress, tac, je le mets. Je peux d'abord tapoter et ensuite mettre mes mains. Donc, commencez tranquillement. Vous n'avez pas besoin de prendre des respirations, de machin, il n'y a pas de préparation à faire. Là, on veut vraiment avoir cet effet
et ressentir cet effet. Donc, vous pouvez commencer juste par, voilà, pendant quelques secondes, on va activer la détente. Là, on active la détente dans le corps, donc il va y avoir une diffusion des hormones anti-stress qui va se faire dans tout le corps, ce qui va commencer à détendre. Et maintenant, vous allez donc mettre une main devant, une main derrière, et vous allez fermer les yeux. Donc, vous fermez les yeux, et maintenant, vous écoutez et vous répétez en fait dans votre tête ce que je vais vous dire. Où se trouve l'origine de ma prochaine question? Où se trouve l'origine de ma prochaine pensée? Où se trouve l'origine de ma prochaine question? Où se trouve l'origine de la prochaine couleur? Où se trouve l'origine de ma prochaine question? Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Où se trouve l'origine de ma prochaine vision? Où se trouve l'origine de ma prochaine question? Où se trouve l'origine de ma prochaine pensée? Où se trouve l'origine de ma prochaine pensée? Où se trouve l'origine de ma prochaine question? Où se trouve l'origine de ma prochaine pensée? Où se trouve l'origine de ma prochaine question? Où se trouve l'origine de ma prochaine pensée? D'où vient ma prochaine question? D'où vient ma prochaine pensée? Ok. Alors voilà, vous me mettrez en commentaire ce que ça a donné pour vous. Est-ce que ça a détendu? Est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous sentez après qu'il y a une espèce de calme qui se fait? L'idée, c'est d'expérimenter plusieurs fois dans des moments où vous êtes déjà détendu, dans des moments où vous êtes plutôt stressé pour voir la différence. Et puis, faites-moi des retours, n'hésitez pas à me dire. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle expérimentation.
Je vous fais des gros bisous. Ciao!